Salut à tous, direction Bourg-en-Bresse, on va parler de Zachary Rizaché aujourd'hui, le peut-être top 3 pick, peut-être numéro 1, peut-être numéro 2, peut-être numéro 3, on ne sait pas. Et pour ce faire, je suis avec Manu et Thomas. Messieurs, comment allez-vous? On est mi-mai. Mais écoute, ça va très bien. On attend, comme des enfants. Ça va également très bien. Playoffs sont là, donc on vient de le voir jouer, donc c'est parfait, on est en forme pour suivre cette draft. Exactement, on se régale. Attaquons tout de suite. Fils de Stéphane Rizaché, l'ancien médaillé d'argent des JO de Sydney. On n'oublie pas pour les gens de ma génération, évidemment. Thomas, on va partir avec toi. Dis-nous qui est Zachary. Alors Zachary, comme tu l'as dit, fils de Stéphane Rizaché, donc dans une famille de basketteurs directement. Il est né le 8 avril 2005 du côté de Malaga, vu que son père y évoluait en tant que professionnel. Donc on est sur un joueur qui est assez jeune pour sa classe, il vient tout juste d'avoir 19 ans, donc c'est plutôt intéressant. On a un joueur qui a fait sa formation récente du côté de l'Asvel, qui a passé quelques années en espoir, il a eu quelques minutes en pro également sur la fac, il a commencé à pas mal jouer, il a fait tous les tournois, NGT également. Il a fait son petit parcours également avec la France en équipe nationale de jeunes. On a pu le voir avec Manu, on y était l'année dernière du côté de Debrecen en Hongrie pour le voir évoluer, un tournoi qui était compliqué pour lui d'ailleurs. On a pu le voir également en bleu cette année dans les fenêtres du TQO, donc c'était vraiment intéressant également. Et il est arrivé cet été du côté de Bourg-en-Bresse, où il fait une saison vraiment très intéressante. Il est déjà à 60 matchs joués à l'heure où on parle, donc c'est vraiment un très très gros volume de matchs. Donc ailier, joueur vraiment intéressant, 2m3, 90 kg environ, un joueur qui joue des deux côtés du terrain, très intéressant et qui a une vraie place cette année dans le bon collectif de Bourg-en-Bresse. Manu, je vais me tourner vers toi. Décris-nous un petit peu le contexte Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce que font les hommes de Freddy Foutou? Quel est le casting autour de lui? Et quelle est sa place dans cet effectif? Les hommes de Frédéric Fautou, ils gagnent. Et ça, c'est très intéressant. Il est tombé dans un contexte vraiment, vraiment intéressant d'une équipe composée de très très bons joueurs et qui s'est placé tout de suite dans les premiers rangs de la Betclic. Il est beaucoup titulaire. Il était 22 fois titulaire sur les 32 matchs qu'il joue, 23 fois titulaire sur les 32 matchs qu'il joue. Donc c'est super intéressant pour son jeune âge. Thomas disait 2005, il vient tout juste d'avoir 19 ans, donc vraiment intéressant de le voir comme ça se fondre dans ce collectif là composé de Jaquan Lewis, Isaiah Mike, les deux arrières qui font une très très belle saison aussi, qui sont les options primordiales, 1 et 2 plus ou moins de la JL Bourg. À l'intérieur, il fait la paire avec Kevin Kokila, il y a eu Mbodian Massa. Voilà, c'est vraiment une équipe qui est très très bien construite et il s'est fondu dans le monde. Voilà, il a continué d'avoir le rôle qu'il avait dans les équipes jeunes et équipes de France. C'est cette troisième option qui défend très très fort sur beaucoup de positions, quasiment les 5 en Betclic. Donc c'est super intéressant de le voir comme ça évoluer défensivement et dominer, prendre l'avantage là-dessus. Et offensivement, c'est du tir. Beaucoup de tirs à 3 points. C'est ça. C'est pour ça qu'il a des minutes en attaque. C'est pour ça qu'il a des ballons. Voilà, c'est sanctionné de loin. Maintenant, on y reviendra. Il y a d'autres choses à apporter pour que justement il gagne encore plus de minutes et qu'il fasse encore plus peur quand il est sur le terrain. Mais déjà cette année, ça a été très très bien. Il a tout de suite ancré dans cette rotation, dans ce moule-là de la JL Bourg, avec un coach qu'il connaît, qu'il a côtoyé quand il était à l'Asvel. Donc je pense que ça a aussi facilité les choses des deux côtés. Mais c'est très très belle saison et il le prouve encore là avec ses playoffs face à Nanterre où il fait deux très très bons matchs et encore une fois des deux côtés du terrain. Donc c'est super intéressant pour lui. J'ai oublié de le faire, donc je vais me corriger tout de suite. Les stats de cette saison que j'ai pas annoncé, il est à 10,1 points, ses stats en championnat, 3,8 rebonds, quasiment une passe, un demi-compte par match. Et les pourcentages, on est à 47% à 2 points, 35% à 3 points et 74% au lancer franc. Messieurs, je vais continuer avec vous.
Qu'est-ce qui fait que Zachary Rizaché est observé depuis de nombreuses années par les scouts NBA? Quel est pour vous son ticket d'entrée? Thomas, je commence avec toi. Je vais partir sur sa défense. Je pense pas qu'il ait un ticket d'entrée vraiment principal. C'est un joueur assez complet et polyvalent, mais je vais partir sur sa défense personnellement. Sa défense est depuis longtemps très intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé l'année dernière, comme on l'a dit, le voir de près à Debrecen. On a un joueur qui a connu un coup de tournoi offensif vraiment très, très, très compliqué. C'était vraiment, vraiment tendu à voir pour lui offensivement. C'était vraiment complexe. Mais défensivement, il a su vraiment très, très bien jouer. Il continue d'avoir un impact de ce côté-là du terrain. Comme l'a dit Manu, il défend vraiment bien également cette saison dans une ligue professionnelle à seulement 18-19 ans, donc c'est très intéressant. Ce qui fait bien de ce côté du terrain, déjà, il a le physique, il fait 2,03 m, il est long, donc il arrive vraiment à switcher sur pas mal de positions. Moi, j'aime beaucoup sa capacité à se mettre bas sur ses appuis. Il a un très bon footwork défensif, je trouve. Il n'a pas de pas dérangeants supplémentaires. Il a vraiment des pas clean. Et il a un bon footwork qui lui permet de rester devant beaucoup de joueurs en isolation. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est un bon navigateur à travers les écrans également. Donc, il n'a pas de souci pour défendre le pick and roll ou chase des shooters loin du ballon. Donc, il a cette capacité à défendre on-ball sur des joueurs 1, 2, 3 principalement à ce niveau-là. Il va avoir besoin de prendre encore un peu de masse, un peu de muscle pour défendre sur des joueurs un peu plus costauds en NBA, mais c'est vraiment très intéressant. Ce combo de taille, de longueur et de capacité à bien bouger ses pieds pour être mobile et pouvoir rester devant son attaquant. Et comme je l'ai dit, il est également capable de défendre off-ball avec une vraie capacité à suivre des shooters dans les écrans, à se faire petit pour traverser ces derniers. C'est un joueur vraiment intéressant dans une défense collective. Il fait les bonnes rotations, il est capable d'aller au rebond, de box-out, même si c'est pas toujours parfait. Donc ouais, franchement, il est très très intéressant de ce côté-là du terrain. Et comme l'a dit Manu, avoir un joueur qui avait 18 ans, du coup quasiment toute la saison, qui pourrait être vraiment positivement dans une équipe où il défend quasiment tous les soirs le meilleur attaquant adverse, c'est vraiment du très solide et on peut le projeter comme un vrai bon défenseur polyvalent, complet on-ball, off-ball en NBA. Donc c'est vraiment une grosse qualité pour lui et ça va lui permettre de jouer normalement assez rapidement, je pense. Pour compléter ton propos, Manu, avant de te donner la parole, au niveau de l'usage pourcentage, sachez que c'est le 6e de l'équipe, ce qui est dans une armada comme la JL, ce qui est complètement assez même surprenant à quel point il a été impliqué finalement. Manu, pour toi, c'est quoi ce qui fait rêver les scouts? Pour moi, il y a plusieurs choses. Je rejoins Thomas sur la défense, évidemment. Et pour une chose, on parlait de Debrecen, où son tournoi a été compliqué offensivement. Moi, je vous invite à regarder sa demi-finale contre les États-Unis, où il ne doit pas marquer plus de 5 points, mais défensivement, il se met des pelés exceptionnels. Honnêtement, allez voir, parce que tous ceux qui disent qu'il a raté son match, machin, allez voir défensivement ce qu'il fait sur quasiment les 5 positions américaines, notamment Cody Williams. Où vous allez voir que finalement son match il est pas si dégueu que ça. Et autrement, moi je dois être plusieurs choses. Déjà le corps. Je pense que voilà, aujourd'hui, Thomas a dit il fait 2-3. Je pense qu'il est un peu plus, entre 2-3 et 2-5. Très long, envergure positive, il doit être pas loin des 2-10 d'envergure. Il est encore un peu frêle, mais voilà, le corps en fait est vraiment très très impressionnant et c'est ça qui fait saliver, je pense, aussi les scouts. Et il y a aussi l'attaque, son shoot, qui a toujours été l'un de ses points forts, même en jeune. La mécanique est quasiment parfaite. Le toucher, voilà, il y a vraiment tout. Il est rapide quand il dégaine. C'est vraiment impressionnant de le voir travailler son tir. J'ai eu l'occasion de le voir sur des warm-up avant le match, où il est avec son entraîneur perso, et c'est assez bluffant de voir la qualité qu'il a là-dessus. Donc, pour moi, c'est vraiment, en plus de la défense, c'est vraiment ces deux choses-là qui m'impressionnent chez lui, et je pense qu'aussi impressionnent les scouts depuis plusieurs années. Et en plus de ça, un joueur, alors ça compte pas, mais c'est un joueur qui dégage une élégance aussi. C'est ça. Le petit plus. C'est vrai que visuellement, on a envie de le voir tirer, etc. On va partir maintenant sur les côtés à travailler avec vous, messieurs. Qu'est-ce qu'il doit absolument développer dans son jeu, Zachary? Thomas? Il a le souci, donc Manu en a parlé pareil aux États-Unis à Debrecen l'année dernière et qu'il a encore cette année et qu'il a depuis pas mal de temps quand même, c'est sa capacité à
à percuter et à jouer vraiment balle en main. On voit que balle en main, il a eu vraiment des soucis dans le passé, par exemple à Debrecen. C'est pour ça que cette année, il était plus intéressant dans un rôle plus minime, plus petit, pour vraiment mettre en avant ses qualités. Mais c'est un joueur qui manque de qualité et d'assurance pour porter la balle. Il manque premièrement de vitesse et de handle également, notamment pour faire la différence face à ces match-ups. C'est par exemple un joueur qui, si on le met en isolation sur un pivot, il ne va pas forcément réussir à le dépasser. C'est pas un joueur qui va profiter d'un mismatch offensif important. Il manque de tranchant dans ses appuis, il manque de vitesse, il n'arrive pas forcément à passer l'épaule. Donc il a pas mal de points qui l'empêchent d'être efficace on-ball. Il y a beaucoup de turnover, par exemple à Debrecen l'été dernier, quand on lui confiait des responsabilités offensives, c'était vraiment compliqué. C'est un joueur qui se presse également un peu trop par moment. Il n'arrive pas à assez décélérer, à assez mettre le défenseur dans son dos, à prendre son temps. Moi, je trouve également qu'il arrive, quand il va réussir à rentrer dans la raquette, même par exemple off-ball, il a cette tendance à, par exemple, se presser quand va venir le contest, je trouve. Il va presser son tir, presser sa finition quand il va avoir le contest ou le défenseur arriver. Ce qui fait que malgré qu'il ait un vrai bon toucher des deux mains, il va souvent speed des finitions et du coup les louper à cause de ça, je trouve. Donc, faut vraiment qu'il arrive à plus prendre son temps, plus être serein sur ses qualités. Il a les qualités pour. Et, euh, et ouais, après, il y a des défauts qu'il ne va pas forcément pouvoir passer, moi, personnellement, je pense, mais déjà, il pourrait vraiment maximiser ses capacités d'accès au cercle également, plus off-ball sur des situations où il est en rythme, où il arrive vraiment bien à attaquer les espaces. Il aime bien envoyer une petite feinte de jab step, partir de l'autre côté. Il peut vraiment attaquer le cercle de manière tranchante ou envoyer un petit pull-up sur du one-two dribble. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Je n'y crois pas trop personnellement balle en main, mais sur des situations off-ball où il arrive en rythme, ça peut vraiment être sérieux. Il a un vrai potentiel dans ce domaine, je pense. Manu? Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, il manque de vitesse sur son premier pas. Il manque voilà, cette qualité d'esquive aussi. Quand il attaque, souvent, il n'arrive pas à battre le défenseur qui est face à lui, que ce soit au sol ou en l'air. Il a souvent la manie de terminer sa course dans le défenseur qui est face à lui et du coup de rater ses lay-ups, en fait. Il n'a pas la coordination pour aller se servir de ses mains, faire le tour pour aller marquer. Moi, c'est l'une des choses qui me gêne un peu chez lui. C'est vraiment ça, c'est sa non-capacité à battre le défenseur. C'est un joueur qui a besoin d'espace, en fait. S'il a de l'espace, il va savoir quoi faire. Si tout de suite, tu as un joueur qui est sur lui ou qui va vers ce joueur-là, là, il perd un peu le truc et souvent, il lâche la balle ou il rate son tir. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le hic dans son jeu offensif qu'il doit améliorer. Ouais, pour compléter, comme tu le dis Manu, moi je trouve que c'est un joueur qui aime jouer à son rythme en fait. Il aime vraiment jouer à son rythme et il aime pas être pressé. Et on le sent vraiment en difficulté dès que la défense le presse, quoi. Il n'arrive pas à battre cette pression défensive. C'est un joueur qui a besoin de son rythme, qui a besoin d'espace. Et là, on voit toute la fluidité technique, l'élégance dont tu parlais Pierre tout à l'heure. Et ouais, dès qu'il est un peu pressé, il est vraiment mis en difficulté d'un coup. Donc c'est pour ça que c'est un joueur qui a besoin d'espace off-ball pour briller. Donc là, vous m'avez décrit un joueur fort défensivement qui a besoin d'espace en attaque. On n'est pas un peu dans la définition du role player plus? Si, c'est ça. Pour moi, c'est une troisième option, quatrième option d'une attaque NBA aujourd'hui. Ouais, c'est ça son. En fait, pour moi, son rôle, c'est plus ou moins celui qu'il a toujours eu. Voilà, c'est ce qu'il a cette année très bien. Cette année, il est la 3-4e option de la Gielbourg. Bah, ça fonctionne parfaitement. Et je pense que en fait, il peut pas aller beaucoup plus haut s'il n'arrive pas à déclencher d'autres éléments de son jeu, comme on disait, que ce soit le premier pas, d'aller vers le cercle, cette capacité à battre les défenseurs, à manier le ballon aussi, parce que comme Thomas disait, c'est super intéressant parce que aujourd'hui, tous les joueurs de sa taille en NBA savent jouer le pick, savent porter la balle, savent initier à minima le pick and roll. Lui, aujourd'hui, il peut pas. Il l'a fait en jeune, mais voilà, c'est sur des flashs, c'est vraiment sur des petites séquences, donc il sait le faire. Maintenant, s'il arrive à ajouter ça à son jeu, il peut avoir ce billet pour être la deuxième option et le lieutenant d'une équipe. Moi, je n'y crois pas trop là-dessus. Je pense qu'il restera cette troisième option, ce joueur très, très important finalement d'une équipe.
comme la comparaison est assez facile parce qu'il lui ressemble physiquement. Le rôle à la Michael Porter Jr., je pense que voilà, s'il tombe dans un contexte qui lui est favorable, je pense que c'est le rôle auquel il peut avoir en NBA. Et jouer 15 ans en fait avec ce rôle-là, quoi. Ouais, Thomas, est-ce que tu es d'accord sur le plancher et plafond décrit par Manu? Ouais, moi je pense que ça peut devenir un vrai bon role player, mais comme Manu, je pense pas qu'il va être capable de trop largement dépasser ses faiblesses qui pour moi le maintiennent en arrière au niveau du plancher. Je pense que c'est un joueur qui peut être vraiment très intéressant car il a un profil très valuable en NBA, défenseur, multipositionnel, en attaque, il sait faire pas mal de choses et comme on l'a dit, il a cette capacité quand même à poser la balle sur le parquet en transition. Il a quand même un sens du jeu, même si on le voit pas dans les chiffres cette année, il a moins d'une assist par match. Il a cette capacité de passing qu'on voyait en jeune également. Donc s'il arrive à un peu plus débloquer son jeu et à bien jouer dans les espaces NBA quand il va être capable d'attaquer off-ball, c'est vraiment là qu'il peut apporter encore un peu plus de valeur pour moi et qui peut devenir encore plus impactant. Pour moi, vraiment, son plafond va être atteignable s'il arrive à devenir plus tranchant sur ses attaques de close-out. Mais pour l'instant, il arrive à attaquer vraiment que souvent des mauvais close-out, je trouve. Quand le défenseur est vraiment appui 7, il n'arrive pas vraiment à le passer. Mais quand le close-out est assez mauvais avec les appuis qui flageolent un peu, il arrive à faire la différence. Après, il peut passer, il peut accéder au CR qui monte très fort à l'arceau. Il est capable de dunk assez agressif. Il peut tirer après. Donc, il a un vrai arsenal technique qui pourrait mettre en avant en arrivant à débloquer un ou deux facteurs chez lui qui pourraient lui permettre de grimper en points en NBA et de devenir plus impactant offensivement. Mais ouais, je suis assez d'accord avec Manu. Je le vois mal devenir une top 2 option. Pour moi, ça restera une option 3 au maximum en NBA. En tout cas, c'est comme ça que je le vois dans ses 90% de son choix des possibles, quoi. Il y a peut-être le 5% tout en haut, mais j'y crois pas spécialement personnellement. On va se pencher sur la projection pendant son contrat rookie. Comment vous le voyez évoluer au début de sa carrière NBA? Sachant que là, c'est le premier pod qu'on fait et la loterie est passée, donc on a une petite idée de là où il pourrait tomber. Messieurs, j'aimerais vous entendre sur le sujet. Moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ce sera ce rôle-là Je pense qu'il va démarrer sur la deuxième équipe, en sortie de banc, 7, 8e homme. Enfin, après, ça dépend des équipes où il termine, quoi. Parce que s'il termine à Washington, et je pense qu'il est titulaire, mais ça dépend vraiment des équipes auxquelles il tombe. Mais je pense que le rôle qu'il aura, c'est celui-là, c'est ce rôle d'option 3-4 qui va. Voilà, son rôle, c'est sanctionner à 3 points, prendre les intervalles quand il y a la possibilité, aller à la coupe, voilà, ce joueur de bout de chaîne un peu, mais qui est très important et défendre. Voilà, ça va être des missions défensives. Je pense que moi, je le vois comme ça en fait. Après, les équipes qui sont la top 5 me font pas rêver pour lui, mais ça, c'est un autre débat. Mais finalement, c'est important parce que pour moi, s'il tombe dans un mauvais contexte, il n'y arrivera pas. Je pense peut-être à tort, je le connais pas assez, j'ai pas eu accès aux entraînements ou ce genre, à plusieurs choses, mais je le trouve un peu friable mentalement et j'ai peur que s'il tombe dans un mauvais contexte, ça le fasse pas. Moi, je suis d'accord avec Manu avec tout ce qui a été dit. Pour moi, comme on l'a déjà pas mal répété, c'est un joueur dont le plancher est peut-être pas finalement si loin que de son plafond. On a un joueur qui aura, je pense, à peu près toujours le même rôle. Après, il va plus ou moins exceller dedans selon comment il va continuer de progresser. Donc ouais, je pense qu'il a la capacité pour jouer quand même assez rapidement. Il sait défendre, il sait mettre des tirs. Il va falloir voir à quelle précision il arrive à mettre ses tirs. On a vu qu'il a eu un gros début de saison. Il a eu un gros moment au début de saison, même au début de l'année 2024 où il mettait beaucoup de ses tirs. Après, il a eu un gros down ces derniers mois. Donc s'il arrive à être ce knockdown shooter assez rapidement et qui défend, il va jouer vraiment très rapidement. Si ça tombe un peu moins bien, il aura moins de temps de jeu naturellement. Mais je pense qu'il a des vraies qualités des deux côtés du terrain pour s'imposer. Il a un rôle assez facilement insérable dans toutes les équipes. En vrai. Il est grand, il défend, il sait mettre des tirs, il sait faire l'extra passe qu'il faut, il est intelligent, il sait se déplacer, il défend une ball off ball. Donc franchement, il peut jouer quasiment partout, day one, que ce soit dans une équipe compétitive ou non compétitive. Perso, je préférerais même le trouver dans une équipe compétitive. Je pense qu'il est bien dans un environnement où ça gagne, on lui en demande pas trop, on va pas lui demander
la lune, est-ce qu'il sait pas forcément assez bien faire pour avoir des responsabilités sur du volume NBA. Donc, être ce role player dans une équipe qui a déjà ses stars identifiées, ça peut être vraiment intéressant. Là, j'ai l'ordre de la draft sous les yeux. Ça peut être, je sais pas, Atlanta le first pick, mais s'ils veulent mettre un ailier qui garde très long, ça peut être intéressant. Aux Spurs, à côté de Victor Wembanyama, qui est déjà le joueur fort de cette équipe, ça peut être intéressant. À Charlotte, avec un Melo Ball fort ball handler et avec Brandon Miller sur les ailes, ça peut aussi être intéressant pour amener deux gros ailiers spacers. Donc, non, en vrai, moi, je le vois bien dans une équipe qui a déjà ses stars, où il s'insère un peu dans son rôle qu'il a cette année, tout simplement, comme on l'a dit, en fait. Quand vous le voyez jouer, à quel joueur NBA pourrait vous faire penser dans le rôle? Les fameux shade off. Compliqué. En fait, il n'y a pas trop de. Je dis, moi, mais physiquement, c'est plus physique et dans le rôle, c'est Michael Porter Jr. Je trouve. Après, c'est des grands 3 comme ça qui défendent à fond. J'ai pas trop. Il n'y a pas de nom comme ça. Non, dans le meilleur des mondes, s'il déclic tout, c'est Klay Thompson, quoi. Tu vois, bon, lui, il était lieutenant plus, mais il connaissait son rôle et c'était de shooter et de défendre. Il a fait ça toute sa carrière. Tu vois, mais après, à la fac, il était un peu plus agressif. Donc, mais après, là, c'est dans le meilleur des mondes. Hein. Mais je sais pas. Puis je suis pas très bon à ça. Thomas, est-ce qu'il te fait penser à quelqu'un, toi? Pas spécialement. Un petit peu, on sait que comparaison n'est pas raison, hein, c'est juste pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, qui le découvrent, puissent un petit peu se dire, oui, voilà, il y a un peu de ça, quoi. Ouais, évidemment. Moi, je peux penser à. Bon, après, c'est pas du tout le même âge, mais ça reste le même pays. Par exemple, ce qu'a fait Nico Batum avec les Sixers dernièrement. Je trouve qu'il y a un petit peu de ça. Défensivement, très intelligent, capable de protéger le cercle. Offensivement, dès qu'il avait un tir, c'était dedans, c'était très très bon. Après, voilà, Nick Batum, maintenant, il a 35-36 ans, donc niveau pop, pour attaquer les close-out, etc., il fait plus trop, mais c'est un joueur qui se bat. Défensivement, il est vraiment très très présent. On l'a vu, il est encore très très fort. On le verra encore au JO, j'espère, dans un peu plus d'un mois. Et sinon, offensivement, voilà, ça met des tirs. Il aura plus de capacité à attaquer over the dribble, à mettre des one-two dribble pull-up, à attaquer les cercles, etc. Mais c'est voilà, ce genre de joueur, très faible usage. Bon, lui, il aura un plus gros usage parce qu'il sera plus jeune, capable de faire plus de choses, comme je l'ai dit. Mais c'est un petit rôle, une petite comparaison qui est venue comme ça sur les matchs des playoffs qu'on a vu cette année, par exemple. Ouais. Même le Batum de Portland, finalement, où il était avec Lillard, Aldridge. Il a connu Brandon Roy, je crois. Et tu vois, en fait, c'est une belle comparaison, je trouve. Messieurs qui écoutez, mesdames qui écoutez, c'est le prochain Nicolas Batum. Ouais. Moi, j'avais Harrison Barnes aussi, un petit peu dans le style. Je trouve qu'il y a un petit peu de ça, de joueur qui est fort dans quand il est venu. Je trouvais que ça pouvait nous faire penser un petit peu à ça. Bon, c'est un autre physique, bien sûr, mais un petit peu dans le rôle, je pense qu'on peut lui demander un petit peu près les mêmes choses. Messieurs, j'ai une question un petit peu touchy pour vous, pour finir ce podcast. Est-ce que Zaccharie Rizaché a un profil pour être pris en numéro 1? Et est-ce que c'est souhaitable? Souhaitable, non. C'est comme je le disais, moi je trouve qu'il est parfois trop friable mentalement et j'ai peur que avec la pression des fans, des médias, il coule en fait assez vite. Moi je préfère aller voir 4, 5, 6 dans une équipe où, comme disait Thomas, c'est une équipe qui est déjà hiérarchisée. Je pense qu'il entrera bien là-dedans. Donc, après Atlanta, si Trae Young reste, c'est un bon environnement, je trouve, quand même. Ah oui. Il y a Trae Young, il y a Hunter. Voilà, AJ Green, Griffin, chaque fois Griffin. Je trouve que le contexte est pas mal. Après, c'est plus la position, moi, dans laquelle je ne souhaite pas d'être.
Ouais. Après, cette année, comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment de 1 naturel et je sais pas s'il y a vraiment un joueur qui a les épaules pour porter ce pick numéro 1. En fait, il faut pas que les gens s'attendent à des choses qu'ils sont pas capables de faire. Vu que Zachary Zaché, par exemple, il va porter la balle au début de saison en Summer League, il va falloir s'attendre à oh, c'est le first pick, il va prendre la balle et il va mettre des KD shots sur tout le monde. Il n'est pas capable de ça. Il sera largement meilleur dans une équipe déjà bien construite ensuite que si on lui donne la balle et qu'il doit avoir des reps sur du volume. Donc, faut pas s'attendre à quelque chose de plus parce que c'est le pick numéro 1. En réalité, ça change pas grand-chose qu'il soit pris 1, 4, 5, 6. Faut juste pas abuser des expectations et juste le laisser faire sa petite carrière. Et je pense que ça peut vraiment devenir un bon joueur de basket. C'est un joueur qui est bon du côté du terrain. Il est intelligent, il a beaucoup de talent, c'est un travailleur. Donc, à lui de continuer. Il a vraiment un beau futur devant lui, en tout cas, j'espère. Exactement, un beau futur devant lui, et que ce soit pour le basket en NBA et pour le basket français tout simplement, parce que c'est vrai que sur la position d'ailier, il n'y a pas forcément un réservoir qui est si important que ça. Donc évidemment, on lui souhaite une superbe carrière et surtout une bonne fin de playoff là avec la JL Bourg, qui vient de se faire égaliser au moment où on enregistre ce podcast. Ainsi va se terminer ce podcast sur Zachary Rizaché, qui sera sans doute ou peut-être dans le top 3 en juin prochain. On vous embrasse et on vous dit évidemment à bientôt. Salut, bye bye.